Louis. En 2010, j'ai 28 ans. Je travaille dans une grande entreprise de cinéma et j'ai une opportunité de partir pour une rotation à Los Angeles pour travailler là-bas dans les studios. C'est la première fois que je m'expatrie vraiment longtemps dans le cadre professionnel. Moi, j'ai toujours vécu à Paris. C'est un rêve que j'ai depuis très longtemps de partir à Los Angeles. C'est vraiment le berceau du cinéma, Hollywood, et du coup, c'est l'occasion rêvée. C'est une expérience assez incroyable de travailler dans un studio de cinéma. On est au contact des acteurs, dans les décors des films et des séries qu'on connaît. Ça, c'est assez fabuleux. Mais il y a surtout le côté personnel. Je découvre un style de vie à Los Angeles qui est complètement différent du mien. Pour moi, je vis le rêve américain en plein. C'est un moment où je vis beaucoup plus vraiment ma vie, mon homosexualité aussi. Je me découvre beaucoup plus, c'est beaucoup plus ouvert, en tout cas c'est l'impression que j'ai là-bas. Quand je pense à Los Angeles, moi le premier endroit qui me vient, c'est la piscine du Standard Hotel en rooftop. Donc on est en maillot de bain, en haut d'un building immense, avec en train de regarder un vieux film sur l'immeuble d'en face et en sirotant un cocktail. C'est assez fabuleux. J'adore cette ville, j'adore mon travail là-bas, je me suis fait beaucoup d'amis à qui j'ai envie de rester et j'ai l'impression que c'est trop court 6 mois. Évidemment, ma vie à Paris me manque, mes amis me manquent, ma famille me manque, mais pas suffisamment, entre guillemets, pour repartir, donc j'ai vraiment envie de rester. Malheureusement, c'est pas du tout possible, donc je sais que une semaine après, je dois prendre l'avion pour Paris et rentrer dans ma vie d'avant. Donc je profite vraiment à fond des derniers jours. Et justement, ce dernier week-end-là, je suis invité donc chez mon ami, qui vit donc pas à Los Angeles, mais à Anaheim, donc vraiment à côté de Disneyland. Donc il y a mon amie Suzy, son petit ami Rodrigo et ses 2 filles, qui sont encore petites. On se fait une journée fabuleuse, on va à Universal Studios, on se balade beaucoup, on a fait beaucoup de routes, on est assez fatigués. Mais quelque part, mes amis insistent en disant « Ah, c'est quand même ton dernier week-end, il faut que tu en profites, etc. » Et du coup, je me dis effectivement, c'est bête de pas sortir pour le dernier samedi que je passerai en Californie. Et je pars avec Rodrigo, le petit ami de Suzy. Et donc, on est tous les deux et on va à Costa Mesa. Donc, c'est vraiment au sud de Los Angeles, assez loin quand même, c'est une bonne heure et demie de route de Los Angeles. C'est très différent en fait de la ville de Los Angeles et de l'ouverture qu'il y a à Los Angeles. Donc faut imaginer, c'est un pays où on est tout le temps en voiture. Donc on arrive dans ce grand parking, on a pris sa voiture pour venir. À Los Angeles, tout est très espacé. Il y a juste un grand désert, ce bar, un grand parking, et avec des gens qui vont, qui viennent, etc. sur le parking. Donc il y a quand même pas mal de monde. On rentre dans le bar et puis on commence à boire des cocktails. Assez vite, moi je suis un peu fatigué. Du coup, je sors et je lui demande les clés de voiture pour dormir un peu dans la voiture, pour me poser quelques minutes, etc. Et en fait, je reste. Je pense que je somnole un peu à ce moment-là. Je suis fatigué, je me repose dans la voiture et j'arrête de boire. Je pense quand même être resté dans la voiture assez longtemps parce qu'il ressort, il est complètement ivre. Il marche à peine debout. Il n'arrive pas à aligner 2 mots, il a les yeux complètement exorbités, il est vraiment pas bien. Et à ce moment-là, c'est moi qui ai ses clés de voiture. Alors, je viens juste d'avoir mon permis, mais je me sens pas à l'aise, et puis de toute façon, j'ai un petit peu bu, donc il est hors de question que je prenne la voiture. J'appelle un taxi qui arrive assez vite. On est donc sur le parking. Rodrigo, il est saoul, mais il est pas violent, il est juste saoul, un peu pénible. Il veut pas laisser sa voiture, il veut pas venir la récupérer demain, il veut pas monter dans le taxi. Donc moi, je le soutiens, il s'appuie sur mon épaule, et puis il refuse de monter dans le taxi. Et à ce moment-là, je vois le chauffeur de taxi passer un coup de fil. On est samedi soir, il est, je pense, 8h, 8h30, je dirais, dans ces eaux-là. C'est assez vivant.
On est sur le flanc gauche de la voiture. Le chauffeur de taxi est dehors. Et moi, j'essaye à ce moment-là de raisonner un peu Rodrigo en disant non, on va pas prendre ta voiture, je vais pas te rendre tes clés de voiture. Là, t'es complètement ivre, on va finir dans un platane. Je lui dis vraiment littéralement ça. Et là, dans mon dos, j'entends la sirène de police. Et là, je me retourne et je vois une voiture vraiment arriver à notre niveau, avec donc les lumières rouges, bleues, blanches. Et il fait nuit à ce moment-là. Et je vois des deux portières de la voiture sortir ces deux immenses policiers qui s'approchent de nous. Donc là, je comprends qu'ils sont là pour nous. Moi, j'ai toujours Rodrigo qui, pour le coup, a arrêté de gesticuler parce que je pense qu'il a peur. Et il nous pose des questions, il nous dit, voilà, qu'est-ce que vous faites ici ? Et là, moi, je comprends qu'il y a un souci, mais donc tout de suite, moi, je suis très calme. Je dis, non, il n'y a pas de souci. J'explique la situation. Je dis, voilà, mon ami a un petit peu bu. Et là, il me dit, vous comptiez prendre la voiture ? Je dis, justement, non. Comme mon ami a bu et que moi aussi, j'ai bu quelques verres avant, aucun de nous ne va prendre la voiture. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé un taxi. Et je lui dis, voilà, on ne voulait pas créer de problème. Et je m'adresse au chauffeur de taxi en m'excusant. On ne voulait pas vous importuner. Je sais que mon ami était un petit peu pénible, mais si vous voulez, je vous dédommage de la course et j'appellerai un autre taxi. Je lui propose ça. Et à ce moment-là, quand je me retourne, je vois Rodrigo à terre, mais vraiment à terre, ventre au sol, et les deux policiers qui sont sur lui. Et qu'est-ce que je fais ? Je m'approche. Je me dis, ah là là, il est complètement bourré, Rodrigo. Et il est tombé au sol et je vais les aider à le relever. Je me dis pas du tout que c'est eux qui l'ont mis au sol, qui l'ont plaqué. Parce que j'expliquais la situation juste avant, il n'y avait pas de problème. Je m'excusais, Rodrigo s'était excusé aussi. Personne n'a été défiant ou quoi que ce soit. Donc moi je me dis à ce moment-là, je me dis juste, il est tombé. D'habitude, quand on est en France, quand il y a la police quelque part, il y a toujours un attroupement. Mais là, on n'est pas en France. On est aux États-Unis, on est en Californie, on n'est pas à Los Angeles, on est à Orange County. Et vraiment, tout le monde est parti. Ne restait vraiment que les deux policiers, Rodrigo, le chauffeur de taxi et moi. Quand je m'approche, le policier qui est accroupi avec le genou sur le dos de Rodrigo me voit et là m'assène un énorme coup dans la poitrine. Et tellement fort que je vole vraiment littéralement et je m'affale quelques mètres plus loin. Là, je comprends plus. Pour moi, il n'y avait pas de problème. On n'avait pas du tout haussé le ton. J'étais très poli. J'étais très clair aussi. Et donc là, je me retrouve à terre et je sens déjà, et je l'ai su après que j'avais la côte brisée, mais je me retrouve à terre après ce coup de poing. Un énorme coup de poing, une violence que j'avais jamais eue avant. Et ça continue. Rodrigo, lui, il est toujours à terre, il reste à terre, il ne bouge pas. Et là, les deux policiers commencent à s'approcher de moi et commencent à me frapper quand je suis au sol. Je ne me défends pas. Je n'essaie pas de répondre. Je reste à terre et je prends les coups. Et je vois qu'ils frappent et notamment, ils me tiennent par le poignet et ils me tapent le poignet au sol et j'ai vraiment très très mal. Ils me relèvent, ils m'amènent sur le capot de la voiture, ils me plaquent le visage, pareil avec force, vraiment sur le capot de la voiture et ils me parlent. Ils me disent « écarte les jambes ». Ils me disent 10 inch, etc. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le même système métrique que nous. Et moi, 10 inch, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je dis I don't understand. Et ils me reprennent la tête et me la frappent contre la voiture. Ils m'écartent les jambes, ils me fouillent, j'imagine, pour chercher une arme. Évidemment, je n'ai pas d'arme. Et ils me menottent. Ils me font rentrer dans la voiture de police à l'arrière avec les grilles, voilà, un petit peu comme dans les films. Moi, je suis assis à droite et ils font rentrer Rodrigo à gauche.
Je réalise pas du tout ce qui est en train de m'arriver. C'est arrivé avec une telle violence, tellement rapidement, que je comprends pas. 5 minutes avant, j'étais dans un parking en train d'appeler un taxi. Et là, je me retrouve avec mal partout, la côte brisée, les poignets brisés. Je comprends pas, je réalise pas. Mais du coup, je pleure pas non plus. J'essaie juste en fait de comprendre la situation. Quand on vous hurle dans une langue qui n'est pas la vôtre, c'est très compliqué en fait de savoir ce que les gens vous disent. Donc voilà, j'essaie de me concentrer pour, on va dire, un peu faire les choses bien, entre guillemets, bien réagir, mais je réalise pas du tout ce qui m'arrive. Rodrigo, lui, il est en pleurs. Il est vraiment en pleurs. Il est à côté de moi. Et là, ça m'énerve. Je lui dis, arrête de pleurer. On est dans cette situation à cause de toi. Si déjà il avait un peu moins bu, s'il n'avait pas fait l'abruti à ne pas monter dans le taxi et à insister pour prendre ses clés de voiture, on n'en serait pas là. Donc ça, je lui dis. Donc on a les menottes, on est menotté dans le dos. Donc c'est très inconfortable. Et puis moi, il faut savoir que les menottes, elles sont sur mon poignet qui est déjà cassé. Donc ça me fait un mal de chien. Et là, évidemment, quand ils nous sortent de la voiture, ils nous sortent pas du tout délicatement. On arrive dans le commissariat et là, on nous enlève toutes nos affaires. Donc moi, on m'enlève ma veste. On me prend évidemment mon portefeuille dans lequel j'avais mes papiers d'identité, un peu d'argent, j'avais des cigarettes. On m'enlève ma ceinture, on m'enlève mes chaussettes, on m'enlève mes chaussures, évidemment. Je me retrouve en chemise, en jean, donc pieds nus. Je me souviens d'avoir un peu froid. Le policier qui m'a frappé me lit mes droits. Donc là, je reconnais un peu, parce que j'ai vu beaucoup de séries américaines avant. Et donc il me dit, voilà, vous avez le droit de garder le silence, tout ça. Et je lui dis, mais c'est une erreur. Je n'ai rien fait de mal, j'ai rien fait de mal. Donc je répète ça. Assez vite, Rodrigo, il le met dans une cellule de dégrisement, parce que lui, il est complètement bourré. Et là, il passe son temps à vomir. Donc je l'entends vomir. Et moi, ils me mettent dans une grande cellule, seul, au début. Je suis assis sur un petit banc, il y a comme un espèce de petit rebord, donc je suis assis là. C'est pas une cellule individuelle. Et d'ailleurs, je le comprends parce qu'après, il y a d'autres gens qui viennent dans cette cellule. Donc le commissariat est super animé cette nuit-là. Une semaine avant, j'étais dans les studios de cinéma avec des reconstitutions des rues de New York. Et là, je me retrouve dans cette prison, ce commissariat qui ressemble à un décor de film, avec tous les acteurs qui sont là, les prostituées, les bandits, les petites frappes, les types un petit peu bourrés qui sont un petit peu en sang, on sent qu'ils se sont battus. Enfin voilà. Moi je suis 1m73, la peau très blanche, je dois peser 60 kilos. Donc je suis très fluet, un physique pas du tout imposant. J'adresse la parole à personne. Je reste vraiment dans mon coin, j'essaie d'être invisible. Quand j'apprends que j'ai droit à un coup de fil, je veux appeler ma famille pour leur dire venez me chercher. Venez me chercher, je suis au commissariat, j'ai été embarqué pour un truc que je comprends pas. Venez me chercher, j'ai besoin d'aide. J'appelle à l'aide, c'est vraiment un appel à l'aide. Et il me dit non, pas de transatlantic calls, vous pouvez pas appeler à l'étranger. Et il se trouve que je me souviens du numéro de Suzy. Et je m'en souviens très bien de ce numéro. Je me dis, voilà, Suzy, elle est californienne, elle va pouvoir venir, elle va pouvoir expliquer la situation, comprendre et me sortir de là. Donc je lui dicte 915, etc., etc. Et là, je vois qu'il fait pas ce que je lui dis. Je dis, mais c'est pas ce que je viens de vous dire. Et donc là, il me passe le téléphone et là, une femme me répond. Et j'ai dit, Suzy, c'est pas... Elle dit, non, it's a mistake. Et elle raccroche. Je lui dis, c'est pas le bon numéro. Et je vois qu'il sourit un peu, mais je comprends pas trop, quoi. Et je redicte le numéro et je vois qu'il refait pas ce que je lui dis. Et il rappelle, je retombe sur cette même dame. Et je lui dis, c'est pas le bon numéro. Elle me dit, t'avais droit qu'à 2 coups de fil. Donc maintenant, c'est fini. Là, je commence à paniquer parce que je suis dans un commissariat en Californie. Je peux joindre personne. J'ai été arrêté, je ne sais pas pourquoi.
j'ai le poignet cassé, j'ai très mal à la côte. Enfin, voilà. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas pourquoi le type a fait un mauvais numéro. C'était pas le policier qui m'avait attaqué, ni l'autre. C'était encore une autre personne. Et donc, à un moment, je me dis, mais c'est pas possible. Ils sont tous de mèche. Je suis tellement choqué. Je regarde tout ce qui se passe. J'ai aucune envie de dormir, même si je suis très fatigué. Je tiens vraiment grâce à l'état de choc, je pense. Il y a un va-et-vient pas possible toute la nuit. Et le matin, vraiment, littéralement, tout le monde sort. Tout le monde. Donc, je vois Rodrigo sortir. Je peux voir, lui, il sort de ses cellules de dégrisement. Il récupère ses affaires. Il me regarde pas. On est le petit matin et il s'en va. Donc, je me dis, si Rodrigo, il sort, a priori, ils vont me laisser sortir aussi. Ils me font sortir de la cellule. À ce moment-là, moi, je pense que je vais sortir comme les autres. Et que voilà, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir à bientôt. Mais arrivé sur le pas de la porte, il m'arrête et il me passe à nouveau les menottes. Et là, je comprends pas. Je leur demande, vous me laissez pas partir. Et ils me disent, non, toi, ce que tu as fait, c'est grave. Tu as essayé de jouer au héros dans notre pays. Mais c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Toi, tu vas en prison. C'était vraiment un scénario que j'avais pas du tout envisagé. On ne m'a jamais expliqué ce qu'on me reprochait depuis le début. Et là, on me dit juste ce que t'as fait, c'est grave. Donc toi, tu vas en prison. Donc là, je comprends pas. Je suis presque même amusé parce que je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est une blague. Ils me font monter dans une voiture. Le policier qui conduit cette voiture-là est le premier policier à être un tout petit peu sympa avec moi. On sort du commissariat, Rodrigo est là et il toque à la vitre pour me parler. Donc le policier s'arrête et je dis voilà, c'est mon ami. Et moi je me dis il va me dire t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, on va t'aider, etc. Et là Rodrigo me dit où sont mes clés de voiture? Et là je pique une colère noire. Je l'insulte, je lui dis mais c'est pas possible, je suis dans une merde noire à cause de toi. Toi, t'es là, t'es libre. Moi, il m'envoie en prison. Pour le coup, là, je relâche un peu toute la colère que j'ai depuis le début, que je n'ai pas lâché avec les policiers. Jamais. Je me suis toujours tenu très correctement avec eux. Mais là, avec Rodrigo, j'explose. Le policier qui me conduit remonte les vitres et on part et on va en direction de la prison. Quand j'arrive, en fait, j'ai un souvenir de barbelé et d'une grande porte qui s'ouvre. Et il me fait sortir, lui pour le coup, plus gentiment de la voiture. Il me dépose vraiment littéralement à l'entrée de la prison. Donc là, il y a 2 molosses qui sont face à moi, mais qui ont l'air plutôt sympas. Ils me disent, voilà, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et j'essaye de parler avec eux. Et je dis, mais c'est une erreur, je suis pas du tout... Et j'ai l'impression qu'ils me comprennent. Ah oui, c'est sûrement une erreur, ah oui, c'est pas logique, etc. Ils me disent de me déshabiller, donc je commence à me déshabiller, mais j'ai un petit peu mal parce que j'ai, pour rappel, toujours la côte pétée et très mal au poignet. Et là, ils m'arrachent vraiment la veste. Ils me font tomber par terre. Allez, plus vite! Juste derrière une vitre, il y a une infirmière. Je comprends que c'est une infirmière qui me pose 3 questions. Elle me dit, est-ce que vous avez l'intention de faire du mal à quelqu'un? Je dis non. Est-ce que vous avez l'intention de vous faire du mal? Je réponds non. Est-ce que vous avez mal quelque part? Et je lui dis oui, j'ai très mal à la côte et je pense que j'ai le poignet cassé parce que là, je peux quasiment plus le bouger. Et voilà. Et elle fait rien. La seule chose qu'il m'envoie faire comme examen médical, c'est une radio des poumons. Mais sinon, mon poignet, ma côte, peu importe. On m'emmène dans une grande cellule. Donc c'est le matin, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Donc quand j'arrive dans la cellule, il y a 2 ou 3 personnes, dont un jeune dont je me souviens parce qu'il a à peu près mon âge. Il est un petit peu avachi, mais il n'a pas l'air d'avoir peur. Donc ça me rassure quelque part. Les autres m'ont pas l'air dangereux non plus. Voilà, juste on est comme dans cette espèce d'énorme salle d'attente.
pas si énorme que ça, mais dans une grande salle d'attente. Une des premières choses que je me dis, c'est... En fait, c'est fou parce qu'il y a vraiment rien à faire qu'à attendre. Il n'y a rien à lire, il n'y a rien à regarder, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de discussion à avoir, il n'y a pas de livre, il n'y a même pas d'affiche sur les murs. Je me rappelle de ça, il n'y a même pas un prospectus à lire. Et c'est juste cette espèce de temps long. Et on attend en plus sans avoir aucune information. Moi je demande qu'est-ce qui va... Tout le long je demande mais qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et rien. Personne ne répond. Quand on commence à être assez nombreux, on doit finir par être, j'ai envie de dire, entre 15 et 20. Ils nous font sortir de la cellule. On est accompagné par un officier, un gardien de prison, je pense. Et on débarque dans une salle où on voit donc 2 personnes et derrière eux, il y a des tenues orange. Et donc je comprends assez vite que c'est des tenues de prisonniers. J'étais pas le premier à être arrivé. J'étais pas le premier dans la liste alphabétique. Mais je les entends qui me cherchent. Ils disent « Ah, il est où le français ? Il est où le français ?» Et ils me font passer en premier. Alors que j'ai aucune raison de passer avant les autres. Et ils me demandent de me déshabiller devant les autres. Et du coup, je me déshabille, j'enlève donc mes affaires, etc. Et je garde mon caleçon parce que je pense qu'il faut garder son caleçon. Et là, ils me disent non, il faut tout enlever. Donc j'enlève tout. Et là, je me souviens que ça dure longtemps. Et que j'ai dit, est-ce que je pourrais avoir ma tenue ? Et ils me laissent comme ça, nu devant les 20 types derrière moi. Et au final, ils attrapent n'importe quelle tenue, et ils me la balancent, et ils me disent « c'est bon, maintenant tu peux t'habiller ». Et la tenue était évidemment trop grande pour moi, donc c'était pas une histoire de taille, je me rends bien compte. Et après, surtout, ils demandent à tous les autres de venir, et tous les autres se changent en même temps. Je suis le seul à qui ils demandent de se changer avant tout le monde, et qui reste vraiment nu devant tout le monde pendant 5 minutes. Là, je me rends compte qu'ils essayent de m'humilier. Et que ça les fait bien rire de mettre un homo à poil devant 20 co-détenus. Et là, c'est un des premiers moments où je commence à avoir peur. Vraiment. Où je me dis, là, en fait, il faut en sorte que je me fasse violer dans les heures qui viennent. Comme toujours, pendant toute cette histoire, je reste très calme et je parle pas et je pleure pas et j'essaye pas de montrer de signes extérieurs de stress. J'essaie de faire attention à la façon dont je réagis et je me dis aussi, il faut pas que je montre que j'ai peur parce que, comme un animal qui a peur, ça attire un petit peu les prédateurs. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Il y a cette espèce de tenue en toile assez épaisse, un haut, un pantalon, un espèce de caleçon très long. Une demi-heure avant, on était tous habillés en tenue de ville, il y avait un côté un petit peu encore humain. Enfin, on n'était pas encore dans un stade où on était vraiment en prison, entre guillemets. C'est-à-dire que dans ma tête, on pouvait sortir encore à n'importe quel moment. Là, maintenant, on est clairement préparé pour rester. Donc on est tous en pyjama orange, tout le monde est habillé. Et là, ils nous emmènent dans une plus grande cellule. Et pour ça, ils nous font passer dans une cour. C'est fermé, hein, on n'est pas à l'extérieur. Et je suis en train de marcher, on est en ligne. Et je me décale un tout petit peu sur la gauche. Et je vois au-dessus de moi, quand je lève la tête, les différents étages avec les passerelles et les cellules. Vraiment les cellules avec les barreaux, les cellules pas individuelles, mais deux ou 3. Et là, un des officiers me frappe et me repousse contre le mur. Et je l'entends dire « What the fuck are you doing, the French faggot ?» Il hurle « the French faggot », donc le français PD. Et là, j'entends une espèce de bruit dans tout l'établissement, avec les gens qui ont entendu ça. Ça, c'est l'étape 2 dans l'humiliation, après m'avoir mis tout nu devant tous les autres. Là, je me dis, là, ça y est, c'est sûr, si je vais dans une cellule, je vais me faire violer.
c'est là où vraiment, je pense que intérieurement, plutôt que de céder à la panique, ma défense psychique, c'est de sortir de mon corps et de regarder la situation et d'analyser et d'être un peu spectateur de ça, de ne pas le vivre moi, mais d'être spectateur de ça. Je me dis, voilà, j'étais à l'intérieur d'une prison. J'hallucinais en fait de voir un peu tout ça. La cellule, elle n'est pas si grande que ça, et donc 20 personnes dans une cellule, il y a vraiment du monde partout, donc il y avait des petits rebords où s'asseoir, il y avait des gens déjà allongés, il y avait des gens par terre, enfin, les gens ils se mettent un peu comme dans un hall de gare quand il y a le train qui est en retard. Et là, je comprends qu'on n'est plus dans une espèce de salle transitoire, on est vraiment dans une cellule. Et je sais plus si on me le dit ou si je le comprends, mais en fait on nous met là parce qu'on est dimanche, et que les cellules sont prêtes le lundi matin. Il s'est déjà écoulé du temps et il est déjà plus de midi quand on arrive là, et ça je le sais parce qu'il nous distribue à manger. Donc il nous donne à tous dans un petit sac en papier craft 2 tranches de salami assez épaisses, des carottes, un espèce de petit morceau de pain rassis et du lait. Pas de l'eau mais du lait. Moi j'ai vraiment pas très faim, et en fait j'ai pas très faim, et surtout, dans cette grande cellule, il y a des toilettes qui sont vraiment, littéralement, au milieu de la cellule. Une de mes préoccupations principales, c'est, mon Dieu, il faut surtout pas que je mange, parce que si je mange, je vais avoir envie d'aller aux toilettes, et je peux pas aller aux toilettes, là, au milieu de la salle, devant tout le monde. Et du coup, je me souviens de ce type, un grand latino, vraiment, vraiment très costaud. Et il me regarde et il me dit, tu manges pas ton repas? Et du coup, je dis, non, j'en veux pas, prends-le si tu veux. Et je lui tends mon repas. Et là, il le mange, lui, il a clairement très faim. Il fait se lever un autre codétenu qui était allongé sur un petit rebord pour que je puisse m'asseoir. Parce que moi, je suis debout à ce moment-là. Et l'autre ne bronche pas et se lève, et moi, je peux m'asseoir. Donc, plus le temps passe et plus je les observe en fait, tous ces codétenus autour de moi, et c'est marrant parce que je me dis à ce moment-là qu'ils n'ont pas l'air méchants, aucun. Au fur et à mesure de la journée, je me détends un petit peu. Moi, je suis quelqu'un de très sociable à la base, donc même là en prison, ça marche aussi, entre guillemets. Les gens commencent à discuter entre eux. On a un peu l'impression d'être au café, quelque part. Et ça rend l'atmosphère un peu plus respirable. Il n'y a pas cette lourdeur qu'il y avait vraiment au début. Et donc cet homme nous raconte qu'il est sorti avec une réceptionniste, et quand j'entends le nom de l'entreprise dans laquelle elle travaille, je crois reconnaître le nom de mon studio de cinéma. Et je lui dis, ah non, mais c'est vrai. Et donc j'ai dit, moi je travaille là-bas. Et vraiment, il y a cette espèce de quiproquo pendant quelques minutes. Et il me dit, tu parles de quoi exactement? Je dis, bah moi je parle du studio de cinéma. Et en fait, lui, il parle d'une boutique de cannabis à Venice Beach, donc ça n'a rien à voir. Et il me dit d'ailleurs en rigolant, moi tu sais, j'ai jamais mis les pieds dans un studio de cinéma. Mais c'est là aussi où je me rends compte un peu du fossé qu'il y a entre moi et les autres. Et c'est là où je commence à avoir de l'empathie, pour le coup, pour mes codétenus. Parce que j'écoute un petit peu leurs histoires. Et ils m'expliquent que voilà, en gros, ils sont dans un système où de toute façon, ils finiront en prison. Ils se font tout le temps attraper par les flics. La société ne fait rien pour les réhabiliter. Pour la plupart, ils sont là, c'est la 2e, 3e, 4e fois qu'ils viennent en prison. Je connais pas les histoires personnelles de chacun, mais en tout cas, je sens vraiment que le système est contre eux. Certains étaient en liberté conditionnelle, et en fait, le policier du coin les pistait pour les coffrer au moindre dérapage. Et le dérapage pouvant être discuté avec un type qui est encore un dealer actif. Voilà. Des choses comme ça. En tout cas, moi, ce qui me parlait, c'était jamais des grands crimes. Alors, à part ce grand type à qui j'ai donné mon repas, qui m'explique que lui, il est là parce qu'il a cassé la gueule d'un mec et qu'il ne sait pas dans quel état est le mec. Donc, j'avoue, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai facilement mon repas. Ça me semble pas, j'ai pas l'impression qu'il soit là pour des crimes odieux. Il y a un autre moment où on nous communique
une information qui est le montant de notre caution. J'entends autour de moi, les autres, ils ont des cautions à $500, $200. Moi, on me dit que j'ai une caution de $20 000. Et là, j'hallucine complètement. Et $20 000, je les ai pas, donc je me dis, mais c'est aberrant. Et d'ailleurs, ça fait un peu rigoler les gardiens de prison qui me disent, ah bah dis donc, $20 000, qu'est-ce que tu as bien pu faire pour $20 000 ? Et je lui dis, mais j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Là, je sais pas comment je vais m'en sortir. Donc on est tous dans cette cellule, j'ai commencé à discuter un petit peu avec tout le monde. Et puis là, on me dit, tu as une visite. Ok, alors moi je suis un peu surpris parce que je ne sais pas qui peut venir. Donc je pense à Suzy, je me dis peut-être que c'est elle. Je me rappelle avoir monté un petit escalier. Donc il y a plusieurs petits box avec des vitres, des téléphones des deux côtés. Et on me pointe vers un des box et je m'assois. En face de moi, je reconnais un ami de Suzy que j'avais rencontré à 1 ou 2 soirées avant. Je me rappelle qu'il est avocat. Et je prends le téléphone. J'ai un sentiment très bizarre parce que je me vois, je reconnais ma tête, mais dans un décor et avec une tenue complètement délirante. Vraiment derrière ma vitre, avec mon téléphone, en pyjama orange. Alors moi qui faisais beaucoup de théâtre, j'ai l'impression d'être dans un film. J'ai l'impression d'être dans une pièce de théâtre en tenue. Je me reconnais pas, enfin j'ai l'impression d'être un personnage. On commence à discuter avec mon avocat. Il me dit, écoute, c'est assez grave, tu risques jusqu'à 3 ans de prison. Tu es accusé de obstruction à la justice, violence sur un agent de police et incitation à l'émeute. Donc 3 peines qui sont chacune passibles d'1 an de prison. Et aux États-Unis, c'est le cumul des peines, donc c'est pas comme en France où c'est la peine la plus longue. Là, c'est vraiment 1 + 1 + 1, donc 3 ans. Et là, ma réaction est vraiment de rigoler. J'ai dit, c'est pas possible. Là, vraiment, je suis dans le déni total. Je dis, c'est impossible. Je dis, c'est pas possible, je n'ai rien fait de mal. Je peux pas faire 3 ans de prison pour n'avoir rien fait. J'ai même l'impression qu'en fait tout ça a été un espèce de pot de départ qu'on m'a organisé. Et je lui dis voilà, je suis dans les studios de cinéma, en fait c'est une espèce, enfin je délire un peu à ce moment-là, mais je lui dis c'est un happening que vous me faites, en fait tout ça n'existe pas et c'est juste une façon de dire allez au revoir, c'était super, etc. Vraiment à un moment je suis persuadé que c'est pas vrai, en tout cas, que je suis dans un studio. Je redescends assez vite parce que je me rends compte de la situation, je me rends compte que lui, surtout face à moi, ne bronche pas, ne rigole pas, ne sourit pas du tout, est très sérieux, c'est quelqu'un d'assez froid. Il me dit surtout écoute-moi et essaye de pas trop parler. Il m'explique qu'il va me représenter, que là, il va discuter avec le ADA, Assistant District Attorney, mais surtout ne parle à personne de ce qui t'est arrivé. Je reviens dans ma cellule avec tous les autres, je reste assis dans un coin et là j'attends. Là pour le coup je suis en train d'encaisser la nouvelle et je pense aux 3 ans de prison. Il y a plein de choses qui me passent par la tête. Moi les États-Unis c'était un pays qui me faisait rêver avant. Ça ruine potentiellement tous mes rêves d'avoir une carrière, passer 3 ans en prison, enfin 3 ans de ma vie qui vont être bouffés pour avoir en plus essayé d'aider un ami. Donc il y a une injustice folle et elle est même pire que la douleur physique que j'ai. C'est vraiment ça. Je me dis là on est vraiment en train de gâcher ma vie. Ce qui est très frustrant, c'est que je n'ai aucun levier d'action à ce moment-là. Je peux rien faire. C'est-à-dire que là, mon sort est dans les mains de mon avocat. Pour le coup, je me projetais pas beaucoup avant, mais là, je me projette et je me dis, je vais me retrouver dans une cellule. Je pense que dès le lundi, je vais me faire emmerder et violer dans les douches, voilà. Je pense tout de suite à ça. Je commence à tomber un peu plus dans l'angoisse.
tard le soir, on me rappelle à nouveau et cette fois, on me fait rencontrer mon avocat à nouveau, mais pas avec les téléphones derrière la vitre, je le rencontre dans un couloir. Là, il me dit, écoute, j'ai négocié avec l'assistant du procureur de passer de 3 crimes à 2 délits. Il m'explique que du coup, je devrais payer sûrement une amende, que j'aurais un casier judiciaire et que je devrais sûrement faire des travaux d'intérêt général. Et il me dit, mais du coup, tu pourras sortir. Donc là, c'est ma première lueur d'espoir de toute cette journée, de toute cette longue journée. Il m'apprend que Suzy a payé ma caution avec le prêteur sur gage et que je dois retrouver ce prêteur sur gage à la sortie de prison. Il me demande d'être très attentif parce qu'il ne pourra pas être là quand je sortirai. Donc il me montre un plan. Il me dit, voici le plan de la prison. Tu vas récupérer tes affaires à un moment donné. Tu vas sortir et il me montre, il dit, voilà, tu iras à gauche et ensuite tu tourneras, je crois, à droite et tu tomberas sur un bureau ouvert qui donne sur une des rues qui est attenante à la prison. Et là, tu t'adresseras à la personne qui est dedans. Je retourne en cellule et puis là, j'attends. J'ai l'impression qu'il est 2-3 heures du matin, voire 4 heures du matin. Je sais parce qu'il y a pas mal de gens qui dorment dans la cellule. On est tous un peu entassés comme des bêtes. Et là, ils viennent me chercher. Je me change, j'enlève mon pyjama orange. Je récupère mes affaires. Là, j'ai très envie d'une cigarette. Je me rends compte qu'ils m'ont volé mon paquet de cigarettes, qu'ils m'ont volé mon briquet. J'avais de l'argent dans mon portefeuille. Je me rends compte que l'argent n'y est plus. Ça me confirme que les représentants des forces de l'ordre, c'est pas les gentils. En tout cas, moi, ceux que j'ai rencontrés pendant cet épisode. Je sors, il fait encore nuit. De cette prison, je suis seul. Je marche dans les rues seul, une rue déserte, et là je vois les grillages, comme là pour le coup c'est pareil, des images de films qui me reviennent. Je tourne à gauche, et puis je crois que c'est un petit peu plus loin sur la droite, et j'arrive dans ce bureau, tout petit bureau, pas très propre, mais voilà. Et je tombe nez à nez avec un mec obèse, bien affalé dans son fauteuil, et qui m'invite à venir. Il m'explique, voilà, je suis le prêteur sur gage, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, etc. Il me dit, oh là là, dis donc, j'ai peur. Je dis, mais pourquoi vous avez peur? Il me dit, bah là, je viens de lire ton dossier. D'après ce que les policiers ont écrit, je suis face à un des plus grands criminels du 21e siècle. Là, j'éclate de rire, il éclate de rire aussi. C'est la première fois que je rigole quand même depuis presque 24 heures. Normalement, il n'était pas censé me le dire, mais il me le dit en tout cas. Il me dit que les policiers, dans leur déposition, ont dit que je leur avais foncé dessus, que j'avais essayé de les pendre, d'accrocher leur tête à un pieu. Enfin, il me dit c'est hallucinant ce qu'ils ont marqué, c'est vraiment... Puis alors quand je te vois, voilà... Il faut voir que physiquement, j'ai un peu une tête de premier de la classe. Enfin, j'ai pas le physique type du mec qui finit en prison. C'est un des moments où je souffle un peu. Puis Rodrigo vient me chercher en voiture. Et donc il est en pleurs, il m'explique qu'il est terriblement désolé, etc. Et là je lui demande de se taire. Et je lui dis tais-toi et conduis. J'ai pas envie de parler. Je pense que tout le stress, toutes les défenses un peu psychiques que j'ai mises en place durant cette journée sont en train de tomber. Et moi, je suis épuisé. Donc je rentre chez Suzy, j'arrive pas trop à parler parce que je suis vraiment très fatigué. On soigne un peu mes blessures, donc j'ai des plaies ouvertes. J'ai évidemment le poignet qui est un petit peu bleu. J'ai les mains qui sont complètement égratignées, qui commencent un petit peu à s'infecter puisque ça n'a pas été nettoyé. J'ai des égratignures sur les genoux. J'ai rien au visage, mais j'ai vraiment sur le corps pas mal de marques au niveau des côtes, au niveau des bras, au niveau des jambes.
Et quelques heures après, voilà, je dois de toute façon repartir. Je dois finir ma valise de 6 mois. Donc, je dois vider mon appartement d'un bras, puisque j'ai qu'un seul bras de Valine. L'autre, il est cassé et je dois prendre mon avion pour la France. J'ai un soulagement de quitter ce pays qui a été d'une violence extrême avec moi, alors que quelques jours avant, je voulais rester. Je me disais, c'est exactement la vie que je veux, j'aime cette société, je veux y rester. J'ai vraiment vu l'envers du décor. Pour moi, cet épisode, ça a été la fin de l'innocence. C'est-à-dire que tous ceux qui, pour moi, représentaient l'ordre, les gens qui sont là pour vous aider, donc à savoir les policiers qui sont là pour vous protéger, sont ceux qui m'ont attaqué. Et à l'inverse, ceux que vous imaginez comme voilà, un peu les malfrats, les bandits, un peu la élite de la société, les codétenus, sont finalement ceux qui vous aident le plus. Ceux qui ont montré beaucoup plus d'humanité. Mon avocat me dit de ne parler à personne de mon histoire. Parce qu'il m'explique que si à un moment ça fuite d'une manière ou d'une autre dans la presse ou autre, ça peut remettre en jeu toute la négociation qu'il a faite. Et parce que, et ça je le comprends bien après, en gros, les policiers ont dépassé les bornes. Ils ont complètement exagéré les dépositions pour se protéger, parce que c'est eux qui m'ont frappé. Ils ont menti vraiment sur énormément d'éléments, que j'étais hystérique, que j'ai essayé de les attaquer, qu'ils avaient dû appeler un 3e policier pour me maîtriser. Tout ça, c'est complètement faux. On demande s'il y a des bandes de surveillance du bar dans lequel on était. Comme par hasard, les bandes sont introuvables. Toutes les preuves ont été enlevées. Il n'y a rien qui peut prouver du coup ma version. C'est vraiment ma déposition, ma parole contre la leur. Donc ça aussi c'est très bizarre, c'est-à-dire que je rentre mais je ne peux parler à personne de ce qui m'est arrivé. Ce qui veut dire pas à ma famille, pas à mes amis les plus proches. Je dois vraiment garder ça pour moi. J'explique que je suis tombé à cheval et que je me suis fait mal et que du coup j'ai le poignet cassé. À tel point que j'ai une vis maintenant qui tient les 2 bouts du poignet parce que les deux zones sont plus du tout soudées, quoi. Ils ont été vraiment brisés en 2. Et là, je reviens chez moi. Et là, en revanche, là, je m'effondre. Là, je pense que j'ai pleuré pendant 2 semaines. Je suis épuisé, je suis là avec mon plâtre. Je trouve que tout est hyper injuste. Je suis dégoûté. Je me souviens vraiment avoir des accès de colère, une colère noire contre ces policiers qui non seulement m'ont ruiné physiquement, mais là, sont en train de ruiner ma vie. Je finis par en parler à quelques personnes, et notamment une amie dont le frère est avocat. Et heureusement, parce qu'il me permet de trouver un autre avocat qui réussit à faire en sorte que je n'ai plus de casier judiciaire et que du coup, je puisse reprendre une vie normale. Du coup, c'est une histoire qui m'aura coûté physiquement et qui m'aura coûté beaucoup d'argent. Je perds plus de 30 000 € dans cette histoire. Mais au moins, je préserve quelque part mon avenir. Ça a changé ma perception de la vie, ça a changé ma perception de la société, ça a changé ma perception des gens, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'empathie pour tous ces gens qui sont vraiment écrasés par la société, et il y en a vraiment beaucoup. Ça a été un vrai renversement total, et j'étais dans ce décor de film où il y a toujours les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, mais la vie, c'est pas un film. La réalité, c'est que on n'est pas forcément protégé par ce qu'on pense. Ceux qui sont coupables ne le sont pas forcément. Et ça, c'était terrible aussi, puisque même des années après, quand je discute avec des gens, le fait que j'ai été arrêté, il y a toujours un soupçon. Il y a toujours un soupçon que vous avez quand même fait quelque chose. Et ça, c'est horrible. C'est une cicatrice qui disparaîtra jamais. Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Anne-Cécile Genre. Théo Boulanger est à la réalisation et au mix.
Louise Emerlé est à la production. À très vite.